Bonjour à toutes et à tous, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo autre que des Dev Café, et vu qu'il y a des nouvelles versions de Dart et de Flutter qui sont sorties, eh bien j'en profite pour vous refaire une vidéo, finalement comme j'avais l'habitude de le faire il y a bien quelques mois. En gros, dans le Dev Café que j'ai publié ce vendredi, donc c'est-à-dire le vendredi 18 août, eh bien j'ai déjà passé en revue les annonces qui ont été faites publiquement, on va dire, dans les articles de Medium. Et bon, forcément, ils peuvent pas tout dire à l'intérieur, et pour preuve, j'ai presque une trentaine de pull requests à vous mentionner, et ces 30 pull requests, c'est uniquement des choses qui n'ont pas été annoncées. Donc je vous préviens, ça risque d'être assez speed finalement pour toutes les enchaîner. Mais quand même, juste avant de commencer, eh bien déjà, là ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est sur Flutter 3.13 et Dart 3.1, mais a priori, il y aura une dernière version de fixe en 3.17 pour Flutter qui devrait sortir, car il y a une pull request qui le suggère, mais bon, pour le moment, il n'y a rien. Et pareil, si vous demandez finalement comment je trouve ces infos, et en réalité c'est pas très compliqué, parce que pour ça je vais sur les différents gits du repo de Flutter, et bon, à la limite, si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a une issue qu'ils mettent à jour toutes les semaines avec finalement l'essentiel des modifications, et par contre vous voyez, j'ai bien dit l'essentiel, parce que bon, parfois ils en oublient certaines, mais bon, au cas où c'est toujours mieux que d'attendre 3 mois, donc au cas où je vous ai mis le lien dans la description. Et aussi, toujours dans les parenthèses avant de commencer, sur Dart 3.1, honnêtement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et c'est pour cette raison en fait que je ne vais pas vraiment vous en parler. Par contre, Aloïs a publié un article dans lequel il explique comment il tire parti des nouvelles spécificités du langage qui sont arrivées avec Dart 3, et notamment lui ça lui permet d'avoir un code un peu plus concis, et donc du coup, bien, je vous invite à aller lire son article. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les liens en fait ils sont dans la description. Allez, là on est parti pour les nouveautés, et dans l'ensemble je vais vous proposer dans l'ordre les outils, puis les changements sur les widgets en général, puis on verra plutôt ceux de Cupertino et Material, pour finir par quelques spécificités sur chaque plateforme. Et bon, je vais vraiment pas vous jouer au putaclic, parce que voilà, pour simplifier cette version, on va dire que c'est pas une révolution. Et bon, malgré tout, côté outils, autant en Dart qu'en Flutter, vous avez la possibilité de passer des arguments, et ça marche avec le --Dart define. Et si toutefois vous en avez beaucoup, vous pouvez donner à la place un --Dart define from file avec justement un fichier qui regroupe plusieurs clés valeurs à la fois. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ce fichier, il devait être en JSON, et la nouveauté, c'est qu'il est maintenant possible de donner des fichiers en .env à la place. Toujours sur la partie outils, si toutefois vous connectez un iPhone ou un iPad, mais qu'il n'a pas le mode développeur d'activer, eh bien les outils de Flutter vous le diront maintenant explicitement. Et voilà, on peut déjà enchaîner sur les widgets, et pour info, le multi-fenêtre sur le desktop avance plutôt bien. Par exemple, dans la vue des widgets sur les DevTools, on a bien un seul arbre, mais qui va piquer sur la bonne fenêtre selon l'endroit où vous allez choisir. Mais bon, par contre, vu qu'ils n'ont rien annoncé dessus, je pense que ça arrivera plus tôt pour la release qui est prévue pour la fin de l'année. Ensuite, sur les nouveaux widgets, il y en a principalement deux, un qui s'appelle In Your Baseline et dont le nom est assez clair, et les autres sont autour du scroll multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut scroller en même temps à l'horizontale et à la verticale, alors qu'aujourd'hui en fait c'est que dans un seul sens, alors là ici ce sera bien les deux en même temps. Finalement, si vous avez un tableur, eh bien c'est un peu dans ce même style, mais bon ça je vous l'avais déjà dit dans l'article de Medium. Ensuite, sur la partie accessibilité, ça s'améliore avec un Focus Semantic Event qui vous permet de gérer à la main le changement de focus pour les liseuses d'écran. En gros, c'est comme les Focus Nodes, mais cette fois-ci, c'est pour l'accessibilité. On enchaîne avec le widget Semantics où il y a deux nouveaux états qui sont disponibles, à savoir Expanded et Collapse, pour finalement mieux les propager. Mais probablement le plus intéressant de tous, c'est que sur le framework de test, vous pouvez utiliser le Finder par Semantics, ce qui vous permettra forcément de faire de bien meilleurs tests sur l'accessibilité. On bascule ensuite vers les sheets, et bien avec les deux E, pas de mauvais esprit s'il vous plaît, et donc sur les draggable scroll sheets, et bien en les bougeant, potentiellement quand vous êtes vraiment à l'état minimum, ça peut l'enlever de l'écran. Et l'idée ici c'est de pouvoir empêcher cette fermeture en forçant à revenir à ce qu'on appelle le min extent. Ensuite, toujours sur nos fameux sheets, mais cette fois-ci avec les modal bottom sheet, il y a un attribut qui fait vraiment 3 km de long et qui est maintenant disponible, à savoir le scroll control disable max 8 ratio, pourra donc vous être ou non utile, et pour le coup je vous laisse aller lire la doc. On poursuit avec les overlays pour afficher des éléments en surimpression, et la petite nouveauté c'est que depuis un builder ou même depuis la méthode build, vous allez pouvoir ajouter ou enlever un overlay et finalement ça mettra plus l'erreur comme vous l'avez tout simplement aujourd'hui. En élément intéressant ensuite sur les drop-down menus, si toutefois vous êtes en mode recherche et que l'utilisateur saisit quelque chose, en activant l'attribut qui s'appelle Enable Search, il scrollera automatiquement vers le premier élément qui match. Toujours dans les menus, mais cette fois-ci dans les pop-up menus items, il y a un changement sur l'ordre dans lequel les éléments sont appelés lors d'une sélection et qui pourrait potentiellement avoir un comportement légèrement différent. En gros, avant le callback onTap était appelé avant le navigateur.pop et maintenant c'est exactement l'inverse. Voilà, donc potentiellement, vérifiez bien, c'est ordonné.
Ensuite, on va vite voir des modifs sur les widgets en général avec les text form fields qui n'avaient pas tous les attributs des text fields et c'est donc corrigé. Dans les input decorators, vous avez un constructeur maintenant en point error. Toujours ensuite, sur les image decoration, vous avez une méthode lerp pour faire donc l'interpolation. Et ensuite, d'une manière générale, et ça fera d'ailleurs l'objet d'une dépréciation, mais le text scale factor qui était jusqu'à présent un double, eh bien ça va passer par une classe qui s'appelle text scaler. Alors voilà tout pour les widgets généraux, on va dire, et on va faire un saut sur iOS, et les champs de saisie de texte vont s'améliorer, et déjà, il y a la reconnaissance de caractères que je vous avais déjà dit sur l'article de Medium, mais par contre, en faisant un appui lent, vous avez en plus à avoir accès aux fonctions de Search Web et de Lookup pour bien avoir la même chose que sur du natif, et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est en quelque sorte gratuit, donc ça vous donne une raison de plus à passer à Flutter 3.13. Et l'autre modif pour iOS, ça concerne les switches, où si vous activez les labels d'accessibilité, il y a des petits 0 et des petits 1 qui vont s'afficher. Et en plus de ça, vous pouvez donner des focus nodes, un callback unfocus change, et vous avez même un attribut autofocus, finalement un peu comme sur les autres widgets de ce type. Et en gros, c'est déjà tout, et heureusement que Cupertino c'était censé être une priorité cette année. On switch ensuite sur matériel, et honnêtement, je vais vous zapper les 3/4 des pull requests, mais presque cette version de Flutter, quasiment voilà, toutes les nouveautés, ça concerne Material 3. Donc finalement, c'est bien marrant, mais en mai, ils nous sortaient les tambours et les trompettes pour nous dire qu'ils étaient totalement compatibles avec Material 3, mais bon, finalement, une version après, il y a énormément de corrections qui sont faites. Donc voilà, moyen. Mais bon, bref, je ne vais pas vous parler des changements de couleur, mais bon, juste de 3 changements. Sur les chips, auparavant, les attributs ils étaient codés en dur en quelque sorte, et ils vont utiliser les Material State, comme sur les boutons par exemple. Ensuite, Material 3 définit plein de durées d'animation et de courbes, et vous avez une nouvelle classe qui vous les contient. Et enfin, la search bar qui est bien en composant matériel, il y a maintenant un attribut pour gérer la mise en majuscule automatiquement, ou ça s'appelle la text capitalization en anglais, et je pense que c'est plus parlant en fait de vous le dire en anglais. Et en fait, eh bien, on est presque déjà au bout, car je vous parle maintenant des plateformes, et sur macOS, les platform views, c'est-à-dire la possibilité d'afficher des vues natives directement dans le canevas Flutter, eh bien, désormais, vous allez pouvoir passer des attributs dès la création de la vue, mais bon, ça, c'est plutôt pour les créateurs de libre, on va dire. Ensuite sur Android, mis à part le support d'Android 14 et vite fait des predictive backgestures, le template s'assure maintenant d'avoir bien le namespace pour être bien compatible avec la version je ne sais plus trop combien de Gradle. Et enfin côté iOS, le template active dans l'info.plist l'élément qui s'appelle UIView Controller Based Status Bar, donc voilà, potentiellement n'hésitez pas à le mettre à la main sur vos projets existants parce que pour le coup, c'est écrit finalement nulle part. Et c'est passé assez vite, mais en gros, ça fait les 30 pull requests que j'ai pu vous dénicher, en plus des annonces donc de l'article sur Medium. Donc vous le voyez, finalement, ils se sont quand même gardés les plus grosses annonces, mais bon, c'est logique quand même. Et bon, malgré tout, le Dart Define avec les fichiers .env ou encore la modif sur les pop-up menu items, vous savez, dans l'ordre qui change des éléments, ça méritait, je pense, en tout cas, cette vidéo. Et voilà, on va presque s'arrêter, mais quand même, pour info, pensez bien à regarder les breaking changes, car ça peut potentiellement vous concerner. Et aussi, dans la nouvelle manière d'être notifié sur le cycle de vie, pour info, vous avez un callback pour potentiellement empêcher la fermeture carrément de l'application. Et je vous ai mis dans les liens tout simplement un article qui explique comment l'implémenter. Mais bon, en gros, rien de difficile. Et par contre, ne vous précipitez pas non plus, parce que si vous utilisez l'ancien mode, eh bien ça marche toujours aussi bien. Et pour conclure, si on regarde par rapport à la roadmap présentée en début d'année, il manque le support complet des predictive backgestures sur Android ou encore la détection de l'écriture manuscrite et là toujours sur Android. Il y a aussi le multi-fenêtre, mais bon, comme on l'a vu, ça a bien avancé. Et enfin, il y a aussi le drag and drop qui manque, donc vous voyez qu'à la louche, ils sont à peu près bons sur ce qu'ils avaient annoncé. Alors voilà, je m'arrête là. Si toutefois vous n'avez pas vu le Dev Café où je parlais des articles sur Medium, eh bien je vous le mets en vidéo suivante. Et sinon, bien n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce que voilà, ce sera toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Et sinon, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à faire le petit like et toutes ces choses-là comme vous savez. Et donc, bien, amusez-vous bien, avec cette nouvelle version.